La parole est à Madame Aurore Berger pour La République En Marche. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Présidente rapporteure, mes chers collègues. La nuit du 4 août 1789 vit l'abolition des privilèges féodaux. Dans la présentation qu'il en fit devant l'Assemblée nationale, le duc d'Aiguillon retint le considérant suivant. Le premier et le plus sacré des devoirs de l'Assemblée nationale est de faire céder les intérêts particuliers et personnels à l'intérêt général. Mes chers collègues, l'intérêt général nous commande aujourd'hui de rénover l'action publique en profondeur, de rompre avec tout ce qui génère du discrédit, du soupçon, d'en finir, messieurs, avec ces pratiques et comportements qui donnent à penser, messieurs, que la nuit du 4 août aurait laissé de côté les parlementaires qui continueraient à bénéficier de privilèges indus. Il y a quelques semaines encore, mais votre comportement à vous tend à prouver le contraire. Je ne siégeais pas sur ces bancs, mais je les observais en citoyenne engagée. Et comme tout citoyen, j'étais tour à tour intéressée, intriguée ou désolée. Les débats que nous avons eus ces derniers jours prouvent que malgré nos désaccords sur ces bancs, grâce au renouvellement inédit de notre Assemblée, nous pouvons aller au-delà, pour certains, des pupitres claqués, des femmes sifflées ou des insultes proférées. C'est ainsi que nous commençons à regagner la confiance perdue de nos concitoyens et pas avec les comportements que vous continuez à avoir. Mais la confiance ne se décrète pas, elle s'acquiert par les actes. Certains d'entre vous disent ou aimeraient se convaincre que la campagne présidentielle a été confisquée et le débat soustrait aux Français. C'est alors considérer que l'exigence de vérité, d'intégrité, de transparence et de morale ne sont pas des enjeux de notre démocratie. Les Français ne demandent pas aux responsables politiques de dire avec qui ils partagent ou non leur lit, mais de dire quel emploi ils font de l'argent public dont ils sont comptables et ce qui motive leurs décisions politiques. Par ce projet de loi, il nous appartient de répondre à ces demandes qui sont aujourd'hui des exigences. Oui, nous devons mettre un terme aux emplois familiaux. Nous ne pouvons continuer à donner l'impression de nous servir d'abord nous-mêmes, de protéger d'abord les nôtres, qui plus est avec de l'argent public dans un pays qui compte 6 600 000 chômeurs. Oui, nous devons rendre compte des dépenses que nous faisons pour nos frais de mandat, comme chaque Français, employé, chef d'entreprise, indépendant ou bénévole associatif. Oui, nous devons renforcer la lutte contre les conflits d'intérêts et les prévenir. Les activités de conseil ne sont pas compatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire et ces restrictions mériteraient d'être étendues à d'autres professions. L'éthique de chacun commandera de s'enregistrer sur les listes de déport pour éviter toute suspicion de conflit d'intérêts. L'ouverture de nos agendas, notamment quand nous recevons des représentants d'intérêts, est un levier puissant de contrôle de l'activité parlementaire par les citoyens. Oui, nous devons supprimer la réserve parlementaire. Je ne nie pas son utilité pour soutenir nos associations, nos collectivités, surtout en milieu rural. Mais il n'appartient pas aux parlementaires de juger seuls et de manière discrétionnaire qui est éligible ou non. Oui, les moyens et leviers qui permettent de garantir et de contrôler la vie publique doivent être consolidés. Un déontologue non lié à une mandature est ainsi présent dès le début de notre mandat. Des outils renforcés pour la haute autorité, pour la transparence de la vie publique. Oui, nous devons élire des femmes et des hommes exemplaires. Nous posons là un principe simple et de bon sens. Ceux qui ont enfreint la loi jusqu'à commettre ou attenter à la piété ne sont pas les mieux à même ni de la faire ni de la voter. Mes chers collègues, en France, les agents publics soumis à l'agrément d'un ministre, les gardes champêtres, les policiers, les gendarmes, les avocats, les architectes, les greffiers, les médecins, les notaires ou les magistrats prêtent serment. Pourquoi en serions-nous exemptés ?
Et si nous aussi nous prêtions serment, serment de respecter notre Constitution, nos lois et le suffrage universel, serment d'œuvrer à l'intérêt public sans prendre en compte les intérêts particuliers ou être soumis à des intérêts privés, serment d'œuvrer à l'intérêt public sans prendre serment de servir le bien public. Des élus engagés par serment sur leur rôle auront moins de facilité à abandonner ces principes. J'ai débuté mon propos en me référant au débat de l'Assemblée de 1789. Je vais donc terminer en choisissant les mots de Mirabeau. Livrons-nous donc sans crainte, à l'impulsion de l'opinion publique, loin de redouter, invoquons sans cesse le contrôle universel. C'est la sentinelle incorruptible de la patrie, c'est le garant sacré de la paix sociale avec laquelle nul individu, nul intérêt et nulle considération ne peuvent entrer en balance. Mes chers collègues, ne nous trompons pas de débat ni d'enjeu, il s'agit de reconstruire le lien de confiance avec les Français. Être élu est une situation exceptionnelle, mais elle ne doit pas créer des droits exceptionnels, des droits ressentis comme des prérogatives, des privilèges, en clair comme des passe-droits. C'est pourquoi nous devons être, mes chers collègues, comme tous nos concitoyens, assujettis à un droit unique au leur, le droit commun, qui est notre bien commun. Merci Madame la députée. Müller. Monsieur Alexis Corbière a la parole. Oui, mes chers collègues, Madame la Ministre, nous commençons donc notre débat sur cette loi. Et cet article premier, vous verrez que nous avons déposé nombre d'amendements qui montrent le caractère constructif et utile de notre groupe. Nous n'avons pas d'état d'âme à considérer que ceux qui doivent nous représenter doivent être bien entendu avoir eu un comportement intègre. Mais revenons à l'essentiel de ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sous un tonnerre d'applaudissements. Je voudrais souligner, pardon, c'est le prof d'histoire qui parle, combien il est curieux que tout à l'heure, au nom du groupe La République En Marche, notre collègue, c'était Aurore Berger, a comparé ce que nous sommes en train de faire à la nuit du 4 août. Et quelle drôle de comparaison. Seriez-vous donc l'aristocratie du XXIe siècle? Est-ce ici que se trouvent les privilèges qu'il faudrait abroger? Est-ce que véritablement aujourd'hui les privilèges scandaleux se trouvent entre les mains des parlementaires? C'est cela que vous avez applaudi? Mais quelle farce! Quelle blague! Si je vous ai écouté, madame. Vous avez considéré qu'il fallait prendre exemple sur la nuit du 4 août. Déjà, apprenez que les privilèges seront abrogés en 1792 et 1793 et que ça ne s'est pas limité seulement à la nuit du 4 août, où beaucoup de mots ont été dits, mais bien peu d'actes ont été posés. Mais qu'importe. Je répète, méfiez-vous des comparaisons historiques hasardeuses. Car aujourd'hui, les privilèges réels, les privilèges scandaleux, l'aristocratie moderne que nous nommons l'oligarchie, elle n'est pas ici véritablement sur ces bancs. Et il est trop facile de se gorger de mots et de faire croire que parce que vous allez vous prendre à quelques IRFM ou à quelques réserves parlementaires, vous aurez réglé le problème des inégalités. C'est une blague, c'est une injure collective que nous nous adressons. Et je voudrais dire une chose pour terminer, notamment à l'attention de Madame la Ministre, puisque sous un tonnerre d'applaudissements tout à l'heure, après avoir indiqué que nous allons désormais supprimer la réserve parlementaire, vous évoquez que nous allons supprimer la réserve ministérielle. Mais Madame, allez jusqu'au bout. Il est un personnage dans ce pays dont nul ne saurait tolérer qu'il maintienne le dernier privilège de cette réserve. C'est le président de la République. Abrogeons la réserve présidentielle, sans quoi ce que vous avez dit tout à l'heure n'a aucun sens. Merci. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Bournazel. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le projet de loi de régulation de la vie publique, confiance maintenant dans la vie publique, constitue une étape importante pour retisser cette nécessaire confiance entre tous les citoyens et les élus. Dans cette perspective, le renforcement des règles de probité était nécessaire. Cet article 1 qui étend, sauf décision spécialement motivée, l'obligation par le juge de prononcer la peine complémentaire d'inéligibilité pour tout crime, ainsi que pour une série d'infractions à la probité, notamment le détournement de fonds, la fraude fiscale et la corruption, est une bonne initiative. Néanmoins, la notion de probité ne peut se limiter au domaine financier. Qui pourrait comprendre, Madame la Ministre, qu'une personne frappée d'une condamnation pénale définitive pour racisme ou antisémitisme, par exemple, puisse devenir un élu de la nation? En ce sens, j'ai déposé avec plusieurs de mes collègues de mon groupe
plusieurs amendements afin d'enrichir le texte du gouvernement. Ils visent à ce que la notion de manquement au devoir de probité intègre les atteintes graves portées aux valeurs fondamentales de la République. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour racisme, antisémitisme, négationnisme, homophobie ou toute autre forme de discrimination réprimée par la loi doivent en effet être sanctionnées d'inéligibilité. De la même manière, les personnes ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d'associations dissoutes au titre des dispositions de l'article 212 alinéa 1 du Code de la sécurité intérieure doivent être sanctionnées d'inéligibilité pour une durée de 10 ans. Si une association est dissoute pour un de ces motifs particulièrement graves, alors comment imaginer qu'un de ses dirigeants puisse se présenter à une élection de la nation? Or, ce dernier point n'a pour l'instant pas été retenu dans votre dispositif. Je souhaite donc avoir un engagement de votre part pour qu'il puisse être intégré. Je compte sur votre aspect constructif. Merci. Merci, Monsieur Bournazel. Madame la Présidente, dans notre Assemblée, il y a des règles. Dans la discussion Vous avez la parole. des articles et dans l'ordre d'appel des amendements. Je fais un rappel au règlement sur la base de l'article 58, alinéa 1 de notre règlement. Il y a pour règle qu'une fois que le gouvernement et la commission ont répondu aux auteurs des amendements, chacun des auteurs qui ont présenté un amendement peuvent répondre au gouvernement et à la commission. Et seulement ensuite, nous passons au vote. Première règle. Deuxième règle, ma collègue responsable pour le groupe Nouvelle Gauche, Cécile Untermaier, vous a demandé une suspension de séance pour que l'on puisse éviter un incident de séance. On est dans un débat de moralisation de la vie publique. Et franchement, délibérer dans des conditions de débat pareilles est proprement ahurissant. Voilà le rappel au règlement, Madame la Présidente. Nous souhaiterions que la suite de la discussion sur les articles et la suite des débats sur le projet de loi respectent les règles habituelles de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la procédure de discussion des amendements. J'ai parfaitement respecté le règlement, Madame Batho. Il est d'usage qu'il y ait 2 interventions sur les amendements. Et j'ai largement dépassé l'usage.